Alors, Monsieur l'ambassadeur, quels étaient les objectifs qui étaient poursuivis par la France, qui étaient poursuivis par la présidence de COP21? Ce qui a porté la présidence française à partir de Varsovie, c'est deux choses principales. Premièrement, être ambitieux. Élever le niveau d'ambition pour parvenir à un accord. Ne pas avoir un accord au rabais, qui, dans notre esprit, de toute façon, n'était pas atteignable au rabais. Seul un accord ambitieux pouvait créer une dynamique qui entraînerait le consensus. Ça, c'était la première idée. Et la deuxième idée était qu'il fallait impérativement, au-delà des parties à la Convention, au-delà des États, entraîner la société. Il fallait que les entreprises, les organisations non gouvernementales, mais peut-être et surtout les collectivités, qu'il s'agisse des États dans les États fédérés ou des villes, des métropoles, soient à bord. Et donc c'est comme ça qu'a été créé ce qu'on a appelé le plan d'action Paris-Lima, ou Lima-Paris, Action Agenda, qui a été une des clés de la réussite. Que diriez-vous, quelles étaient les principales réussites à l'intérieur de l'accord de Paris? Les forces principales de l'accord, c'est qu'il est universel. C'est la première fois dans l'histoire de la négociation climatique. Le protocole de Kyoto, rappelons-le, ne comportait que quelques États. Donc un véritable accord universel qui engage l'ensemble de la planète. C'est un accord équilibré et juste. C'est le premier accord des Nations Unies qui plaide en faveur de la justice climatique. C'est important parce qu'on reconnaît qu'il y a là un bien commun, le climat, qui doit être justement, de manière équilibrée et durable, naturellement, être partagé. Et c'est un accord juridiquement contraignant parce qu'il s'appuie sur la Convention cadre des Nations Unies et qu'il institue un mécanisme de contrôle totalement novateur qui n'est pas punitif mais qui est basé sur une révision régulière des engagements. Cette révision ne peut pas aller en arrière, elle ne peut aller qu'en avant pour atteindre l'objectif que nous avons fixé, qui est pas plus de 2 degrés de plus par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici la fin du siècle, et si nous le pouvons, par le jeu des contributions augmentées, parvenir à pas plus de 1,5, sachant que nous sommes déjà à plus 1. Nous avons un accord que nous avons signé à Paris. Certains diront que ce ne sont que des mots, que ce n'est qu'un accord, mais évidemment, le grand défi, c'est la suite des choses. Comment on fait pour que l'accord soit ratifié, entre en vigueur, premièrement, et deuxièmement, comment on fait pour qu'on puisse réellement mettre en œuvre les objectifs de l'accord de Paris? Alors, tout d'abord, ce n'est pas qu'un accord, c'est l'accord. C'était le point de départ essentiel avant de pouvoir envisager autre chose. Avant l'accord, beaucoup de gens disaient, écrivaient, commentaient en disant « il n'y aura pas d'accord ». Parce qu'ils voyaient bien que c'était un point de bascule. Et donc l'accord a cristallisé à la fois l'enthousiasme de tous ceux qui voulaient l'accord, mais également les oppositions de ceux qui n'en voulaient pas. Et donc l'accord en lui-même constitue un point de bascule, une date qui restera dans l'histoire, je pense. Il y a un avant Paris et un après Paris. Alors naturellement, un accord, un texte, un engagement, ce ne sont que des mots, mais la Déclaration des droits de l'homme n'était que des mots, et regardez où nous en sommes aujourd'hui, et tout ce que cela a pu porter. Ce que nous souhaitons faire cette année, en 2016, c'est accélérer le mouvement, ne pas perdre la dynamique qui s'est manifestée à Paris. Et donc nous allons profiter de tous les rendez-vous internationaux. Il y en a beaucoup en 2016, à commencer par le sommet humanitaire mondial qui se réunit à Istanbul en mai. Nous aurons le G7 au Japon. Nous aurons à l'automne la conférence Habitat 3. Vous rappellerez que la première conférence Habitat a eu lieu au Canada à Vancouver en 1976, une conférence qui se réunit que tous les 20 ans. Et comme c'est dans les villes que la lutte contre les changements climatiques sera faite,
C'est là où le combat principal se déroulera, sur les infrastructures, les transports, l'énergie. Je pense qu'Habitat 3, qui se réunit à Quito à l'automne, sera une conférence très importante juste avant la COP de Marrakech. Nous avons 187 contributions nationales sur la table des Nations Unies qui ont été déposées pour Paris, et celles-ci feront l'objet d'une évaluation dès 2018. Et à partir de 2018 s'engage un processus de révision tous les 5 ans. Et c'est ce processus de révision-là, et le mécanisme de contrôle qui sera associé, plus l'injection dans la nouvelle économie des moyens, des fameux 100 milliards de dollars annuels à partir de 2020, qui permettront d'engager le processus à la fois d'atténuation des dérèglements climatiques, mais surtout d'adaptation. Et donc, notre espoir, c'est que, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui dès à présent dans les grandes banques, les assurances, les entreprises, y compris du secteur pétrolier, que d'ores et déjà les stratégies pour les 5 à 10 prochaines années intègrent la dimension du changement climatique. Et donc ça, c'est un vrai motif d'espoir de mise en œuvre de cet accord. Merci beaucoup. Merci à vous.